L'échiquier international, bienvenue à vous. L'Europe inquiète face à la Russie, l'Europe veut s'armer face à la Russie. De son côté, Washington ne lésine plus sur les mots. L'ennemi numéro un est la Chine. La guerre n'est que la simple continuation de la politique par d'autres moyens, célèbre maxime de Clausewitz. Mais faudrait-il encore avoir les moyens de la dite guerre? Prenons le cas des Européens. À l'heure où le quatuor de leurs dirigeants, Macron, Stramer, Merz, von der Leyen, plastronne et parle d'envoyer des troupes au sol face à la Russie, et ce, sans mandat de l'ONU pour garantir un évanescent accord de paix avec l'Ukraine. Il est bon ton de rappeler que toutes les armées européennes, mais également celles de l'OTAN, y compris américaines, rencontrent aujourd'hui un sérieux problème pour recruter et fidéliser leur personnel militaire. Quelle en est la cause? Thématique du jour, à tout de suite. Dit autrement, les armées de l'OTAN sont confrontées à une pénurie de soldats, des armées lesquelles, pour la plupart, traversées par une crise de recrutement. On en parle aujourd'hui avec notre invité du jour. Il connaît assez bien la chose militaire, géopolitologue, expert en relations internationales et chercheur. Manuel Pouchelet, bonsoir, merci d'être des nôtres. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. Alors, Manuel Pouchelet, première question. En plus de vos activités dans le domaine des relations internationales en tant qu'enseignant, vous avez été dans une autre vie soldat, vous avez servi sous le drapeau français en tant que militaire. Est-ce que ce phénomène de crise de recrutement, vous l'avez constaté à votre époque ? Alors, je vais vous dire, la crise de recrutement, en fait, elle est multiple. Alors, moi, à mon époque, j'ai fait partie, si vous voulez, de la professionnalisation au moment où M. Jacques Chirac, président de la République française, a décidé de mettre un terme, si vous voulez, et de suspendre, je tiens bien à le préciser ce soir, le service national. Donc, si vous voulez, on s'est retrouvé à former des engagés volontaires, donc des soldats, au métier de soldat. Pourquoi ? Pour aujourd'hui, ce que l'on voit en ce moment avec la Russie et l'Ukraine, c'est-à-dire de former ces personnes au combat de haute intensité. Et déjà se posait le problème, si vous voulez, de la fidélisation, tout simplement. Pourquoi ? Puisqu'il y avait une distorsion entre le discours des centres de recrutement et puis la vie dans les unités opérationnelles, parce qu'on avait oublié de dire simplement qu'avant d'être cuisinier, électricien, mécanicien, secrétaire administratif ou conducteur, il fallait d'abord être un soldat, tout simplement. Et aujourd'hui, nous avons, pour côtoyer encore ce milieu dans le cadre de mes activités professionnelles, nous avons encore ce taux d'attrition, donc de turnover, si je puis me permettre, qui est encore assez élevé. Et les jeunes aujourd'hui, la jeune génération, vous le dira qu'ils viennent vivre une expérience. Alors ça dure 3 ans, 5 ans. C'est la durée des contrats actuels en ce qui concerne l'armée française en tout cas. Alors globalement, si on se reporte au cas américain, la crise de recrutement est aujourd'hui une chose très inquiétante. D'ailleurs, depuis la professionnalisation de l'armée américaine, c'était en 1973. Alors, selon les données de l'armée de terre, air, mer, même les Marines, le recrutement est tombé de 10 à 20%, c'est-à-dire 20% moins des objectifs initiaux. On est tombé de 485 000 hommes et femmes soldats, on est tombé à 450 000. On parle ici de l'armée américaine, c'est-à-dire synonyme de gendarme du monde. Difficile de continuer à faire, à diffuser l'ordonnancement du monde quand on a peut-être des problèmes de recrutement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je vais même compléter vos chiffres. Même dans les unités d'élite que représentent les Rangers, c'est-à-dire l'infanterie, il y a quasiment même une personne sur 2 qui n'arrive pas à se faire recruter pour des questions d'aptitude physique. Vous savez, il y avait le débat avec Madame Obama qui s'était lancé contre la malnourriture, la malbouffe, excusez-moi du mot. Mais en tous les cas, oui, je vous confirme, il y a un problème de recrutement. Mais il y a un mais dans l'affaire. Il faut dire aussi, alors je ne dis pas que les Américains sont moins patriotes, parce que moi je les ai côtoyés tout au long de ma carrière, notamment en opération. Bien au contraire, il y a des volontaires. Cependant, il y a aussi une crainte, c'est l'après-armée, si vous voulez. Il y a une très mauvaise gestion, on va dire, de ce qu'on appelle aux États-Unis les vétérans, où justement beaucoup n'arrivent pas à retrouver de travail, à se reconvertir, si vous voulez. C'est aussi l'enjeu de la carrière militaire. Et aujourd'hui, ce que vous me dites est pas lié aux États-Unis. Ils ont déjà bien travaillé en avance, puisqu'en termes d'éthique au combat,
ils sont déjà en train de préparer des combattants qu'on va remplacer par des drones, en fait. Justement, Voilà, on va en parler. c'est important de le dire. Effectivement, l'armée américaine donc, est confrontée à un très sérieux problème de recrutement. Dit simplement, l'armée américaine n'arrive pas à recruter moins 10 000 soldats pour l'armée de terre entre 2022 et 2023. Pour la marine, on visait 38 000, on a pu enrôler seulement 30 000. Du côté de l'armée de l'air, on a visé les 27 000, on n'a pu en recruter que 20 000. Alors, on le voit, il y a des manquements, mais finalement, Manuel Pouchelet dit autrement, est-ce que la machine n'est pas en train de remplacer tout bonnement l'homme? Quand on observe également d'un autre côté le surinvestissement militaire américain dans le domaine technologique, dans les drones, dans l'intelligence artificielle, est-ce qu'on n'est pas en train de parler d'une évolution naturelle des choses, une forme de modernisation de l'armée où on aurait moins besoin finalement du capital humain ou du soldat? Alors, vous avez raison de le dire, sauf que dans les armées, on appelle ça l'interopérabilité et des systèmes d'armes. On ne parle plus, vous savez, de manière isolée d'un char, d'un avion, d'un hélicoptère ou même d'un combattant débarqué. Aujourd'hui, on parle de système d'armes. C'est-à-dire que ce qui fait la difficulté et contribue à la difficulté du recrutement, c'est tout d'abord un défi technologique d'avoir des personnes qui sont capables d'utiliser cette combinaison, c'est-à-dire entre un fantassin qui est capable de dialoguer avec un hélicoptère ou un avion ou un tank sur le terrain. Aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi la difficulté. Ensuite, vous avez, et c'est très important de le dire, notamment pour ce fantassin débarqué, vous avez un matériel qui est très lourd. Donc forcément, vous êtes obligé d'entraîner votre capacité physique au quotidien avec minimum 2 heures de sport par jour sur toute la semaine. Donc quelque part, ça limite aussi. Maintenant, demain, de là à dire que l'IA, l'intelligence artificielle va tout supplanter, c'est faux. Au combat, si vous voulez, on dit toujours que le terrain commande et c'est souvent une forme d'opportunité. D'ailleurs, vous avez cité Clausewitz en début de cette émission. Je vais compléter sa citation en disant « La guerre, c'est imposer à l'adversaire l'exécution de notre volonté ». Donc, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez parfaitement raison. Nous avons des armées qui sont nettement plus modernes que celles que j'ai connues, si vous voulez, avec de nouveaux vecteurs. Cependant, cela veut dire de plus gros budgets d'investissement pour acheter ces vecteurs, mais également aussi de gros budgets pour former les personnes. Quand vous rétablissez, si vous voulez, au taux horaire de formation par homme, c'est des quantités astronomiques que peu d'États sont éligibles à pouvoir offrir à ces combattants, en tout cas. Alors, on reste encore un tout petit peu aux États-Unis. Lors de la dernière campagne présidentielle, cette question, cette thématique, cette problématique de pénurie de soldats avait tourné en bataille politique, mais aussi en bataille culturelle. Les républicains parlaient de l'armée woke, c'est-à-dire de l'armée de Joe Biden, une génération qui serait inapte à la guerre. Mais quand on jette un coup d'œil sur le rapport du Centre de prévention contre les maladies ou la lutte contre les maladies aux États-Unis, un tiers des jeunes de moins de 20 ans seraient incapables de porter des armes pour des problèmes de santé ou d'obésité ou de drogue. Est-ce que la population américaine ne serait-elle pas devenue finalement inapte au combat? Et j'exagère sciemment le trait, mais vous comprenez la problématique quand même qui se pose. Alors en fait, vous avez raison d'en parler ce soir. Je pense qu'il y a quelque chose qui a disparu des programmes de formation. Moi, quand j'étais nettement plus jeune, ou j'étais étudiant, ou même collégien ou lycéen, il y avait nettement plus d'heures de sport, si vous voulez, et la problématique ne se posait pas. Aujourd'hui, aux États-Unis, ce que vous me mentionnez, l'armée woke, pourquoi pas, mais en même temps, vous avez surtout cette adhésion à la nation qui, aux États-Unis, est nettement plus fort qu'en Europe, faut le savoir, et on avance de manière inégalitaire. Maintenant, en ce qui concerne les Américains, leur relation avec leur armée, elle a toujours été excellente. Ce qui manque, et vous avez raison de le dire, c'est qu'aujourd'hui, je reviens un petit peu sur mes propos, pardonnez-moi de me répéter, Je vous en prie. je pense qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui veulent vivre une expérience qui va durer 3 ou 5 ans et qui après vont passer leur chemin et changer de cap directement. C'est ça qui est important. Et ça, si vous voulez, non seulement ça touche, j'allais dire, dans l'ensemble, toutes les armées dites occidentales, en tout cas de premier rang. Alors, ce problème de recrutement n'est pas circonscrit à l'armée américaine, puisqu'il touche également l'armée française, pardon. En termes de recrutement, on est à moins 15 par rapport aux objectifs initiaux. Au Royaume-Uni, c'est moins 34%. Même l'académie militaire de Sandhurst, qui forme les futurs officiers de la British Army, peine à recruter.
au point qu'on revoit à la baisse les critères pour élargir le vivier du candidat potentiel. Cela aussi vaut pour la Royal Navy qui a été contrainte de désarmer prématurément quelques navires faute de pouvoir leur donner un équipage. Luc Pollard, par exemple, le ministre anglais délégué aux forces armées, table actuellement sur des réformes pour pallier à ces problématiques. Les Anglais, semble-t-il, ne veulent plus faire la guerre. Qu'aurait pensé, par exemple, Churchill ou un Lord Mountbatten en apprenant que la nouvelle jeunesse britannique n'était plus attirée par la chose militaire, Manuel Pouchelet? Il y a un changement de culture, même de civilisation, pratiquement. Oui, mais en fait, comment vous expliquer? Je pense qu'il y a un phénomène qu'on observe partout dans tous les pays, c'est que le métier militaire, si vous voulez, il a une forte concurrence avec les entreprises privées du secteur civil. Donc forcément, quand vous voyez que le salaire est quasiment divisé par 2,5, vous vous doutez bien que la motivation n'est plus là, à tel point que même dans certaines spécialités de l'armée, on a revu les salaires à la hausse. Donc Mais pour l'armée, on parle de solde, hein. Mais pour revenir à votre question plus précisément, l'Angleterre, je ne sais pas ce qu'aurait dit Churchill, mais de toute façon, il y avait un danger, il y avait une menace. Et croyez-moi qu'au cours des 2 premières guerres mondiales, les Anglais, malgré le petit format de leurs armées, se sont confrontés, on va dire, des fois à un afflux de candidats. Donc, si vous voulez, ça veut tout dire. Maintenant, il y avait même une annonce qui avait fait sourire un petit peu sur le réseau social de recrutement qui s'appelle LinkedIn, où ils recrutaient un amiral, justement, de la flotte. Donc, c'est pour vous dire, voilà. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est quand même le silence et même la division des politiques sur le sujet. Et là, je parlerai plus abondamment sur le sujet français, mais finalement, ça se répercute un petit peu dans toutes les armées de l'OTAN, ce phénomène-là. Vous avez parlé tout à l'heure des armées privées, mais les armées privées engagent d'abord des militaires expérimentés, c'est-à-dire il faudra avoir fait ces classes ensuite pour avoir la chance d'intégrer ce type de structure privée. Alors, je parlais, oui, alors vous avez raison. Alors là, c'est ce qu'on appelle plutôt des contracteurs, comme vous avez aux États-Unis. Mais moi, je vous parlais aussi de l'entreprise privée. Par exemple, quelqu'un qui est spécialiste dans le cyber, il ne va pas signer un contrat avec l'armée de terre ou l'armée de l'air ou même la marine. Lui, ce qu'il veut, c'est viser une entreprise de rang mondial, comme certains pure players, où ils vont faire quasiment 2,5 fois leur salaire. Non, non, il ne faut pas se tromper. Maintenant, en ce qui concerne, et vous avez raison d'évoquer ces sociétés militaires privées, attention, le cadre légal ne leur permet pas l'engagement à l'international parce que vous êtes confrontés quand même aux règles d'engagement de la guerre, parce que là, il faut savoir que la guerre, en fait, c'est entre États, c'est pas entre milices privées. Vous voyez ce qui définit un petit peu et balance les rapports de force. Il faut vraiment être très, très prudent sur cette affaire. De toute façon, les sociétés militaires privées existent aux États-Unis parce qu'elles ont un statut légal. En France, il y a une expérience qui a été tentée et où finalement, ils ont, on va dire, fait marche arrière puisque c'était un engagement assez particulier et ils étaient très rapidement confrontés à des problèmes juridiques en tout cas. Alors il y a aussi, vous avez parlé tout à l'heure d'un problème de fidélisation. Une large part des recrutés quittent les armées lors de leur période d'essai de 6 mois et ça touche en tout cas une grosse majorité des armées des pays membres de l'OTAN. Ainsi, par exemple, en Allemagne, et selon les chiffres de 2023, sur 18 810 recrues, 5 100, soit 27%, ont quitté la Bundeswehr au cours de leur période d'essai de 6 mois. Alors certains par licenciement, mais la plupart de leur propre chef. L'Allemagne est un exemple intéressant car le pays s'est donné l'objectif en 2025 de compter 203 000 soldats. Cet objectif a été repoussé à 2031 puisque l'armée allemande actuellement compterait environ 181 174 hommes et femmes entrés. C'est une chose de se réarmer, mais c'en est une autre d'y parvenir, Manuel Pouchelet, visiblement. Oui, vous avez raison, mais en même temps, moi qui connais bien l'Allemagne pour y avoir vécu pendant 10 ans, vous avez un autre problème qui est un problème sociétal. Depuis la période de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et son armée ont toujours été un sujet très délicat pour lequel il y a quasiment moins d'engagement, voire plus d'engagement pour servir cette noble cause qui est la défense de la nation. Ensuite, je vous le rappelle, il y a aussi les traités internationaux de paix de 1945 qui ont volontairement bridé, tout comme le Japon d'ailleurs, au fait,
la capacité de recrutement, mais surtout d'emploi des forces de l'Allemagne. Aujourd'hui, le grand danger, c'est qu'on fait l'effet inverse, on va ouvrir les vannes, mais il y a aussi un vivier que l'on n'a pas encore évoqué ce soir, d'ailleurs, un vivier sur lequel l'armée française et même le ministre des Armées, M. Lecornu, travaille beaucoup, c'est-à-dire le recrutement de réservistes, c'est-à-dire des gens qui sont formés, qui aujourd'hui sont dans le civil et qui vont apporter, si vous voulez, au monde militaire cette expertise qu'ils ont certes, mais qui a besoin d'être améliorée et peaufinée, pour ne pas dire complétée. Alors tout à l'heure, vous avez parlé, à l'instant, vous avez parlé du cas du Japon et de l'Allemagne. On a l'impression que ce sont des nations aussi qui ne veulent plus conjuguer leur futur avec le legs malheureux de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que ce sont des États qui sont en train d'à peu près se réarmer. N'est-ce pas un paradoxe avec des politiciens qui veulent, oui, qui veulent aller plus dans le réarmement, dans l'investissement dans la technologie militaire, dans aussi les pare-feux en informatique de défense, et d'un autre côté, une jeunesse qui peut-être est en train de voir ailleurs, qui n'est pas au diapason avec ces vecteurs de défense concernant leur pays. Je pense que vous savez, il y a une rupture. Vous évoquez l'Allemagne, vous évoquez le Japon, mais moi j'allais même dire en Occident en général, il y a une rupture avec une forme de défiance. Le premier à s'en être inquiété, c'était M. Hollande en 2015, lors de son discours de rentrée. Vous avez aujourd'hui une population qui est devenue défiante. Moi, je le vois également dans mon travail de formateur au quotidien dans les grandes écoles de commerce parisiennes. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'expliquer le pourquoi du comment en permanence. Donc, ça peut être usant, mais quelque part, ce que vous me dites, l'engagement des Japonais et des Allemands, attention, il n'est peut-être pas sur la main-d'œuvre militaire, qu'on soit bien d'accord. En revanche, attention, quand vous regardez leurs acteurs industriels comme Rheinmetall ou autres acteurs, ça reste de sérieux concurrents économiques à des formats comme la France, où nous, on a une industrie et surtout la première armée d'Europe. D'ailleurs, vous avez même la concurrence de la Pologne qui souhaite obtenir ce premier rang en termes d'effectifs et de matériel. Mais bon, l'armée polonaise va être essentiellement badgée américaine au niveau des vecteurs, si vous voulez. Aujourd'hui, vous avez raison de le souligner, parce qu'en même temps, derrière tout ça, vous avez aussi un acteur qui, bien sûr, divise et qui s'immisce, on va dire, dans les questions de défense, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Regardez, l'Allemagne arrive à un programme de renouvellement de son parc hélicoptère, y compris aviation. Ils viennent de choisir des solutions, on va dire, anciennes. Je pense à l'hélicoptère Apache, alors qu'avant, ils avaient des hélicoptères Tigre qui étaient quand même d'un meilleur pédigré au niveau des compétences et des performances. Et ils reviennent à des avions. Et là, ils vont prendre des avions de chasse américains comme le F-35. Idem côté japonais. Si vous voulez, les Américains sont prêts à diviser les Européens, sachant qu'en leur propre sein, ils ont déjà toutes les solutions industrielles pour justement se poser comme concurrents. D'ailleurs, les matériels français sont même vendus en Europe. Je pense à la Belgique, je pense aux Pays-Bas et à d'autres pays. Mais ce que vous dites, attention, dans l'esprit des jeunes, la priorité, c'est déjà de bien vivre leur jeunesse sans forcément se soucier, je dis bien pour l'instant, de la question de la défense. Mais attention, méfions-nous, nous avons quand même une génération qui est opportuniste et surtout réversible. Donc, ne parlons pas avec un discours trop hâtif, en tout cas. Et individualiste aussi, par conséquent, parce que vous parliez tout à l'heure d'un phénomène occidental, c'est-à-dire, vous dites, on a parlé un peu de spécificité de certaines armées, mais vous pointez bien du doigt que c'est un problème aussi d'ordre sociologique qui touche l'Occident. Vous avez raison, il y a une forme d'individualisme qui ne dit pas son nom. Moi, du temps où je me suis engagé et j'ai servi la France, il y avait un fort esprit de camaraderie. L'individualisme, si vous voulez, il est arrivé bien plus tard, ou au moment où on a eu les premiers retours, si vous voulez, d'expérience avec des personnes qui, aujourd'hui d'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai la chance, une fois ou deux fois par an, de renouer contact avec ce beau métier, où en effet, aujourd'hui, ils ont des horaires comme les entreprises civiles. Et ça, moi, de mon temps, ça n'existait pas. Il fallait être présent à 7h30 et puis on quittait l'unité à pas d'heure. Donc, si ça devait durer toute la nuit, ça durait toute la nuit. Aujourd'hui, il n'y a pas le même engagement, si vous voulez, en termes d'horaire. D'ailleurs, ça a été pris en compte, si vous voulez, dans les remontées, parce que vous savez, quand il y a des départs comme ça, des turnovers importants, il y a ce qu'on appelle une enquête de commandement, où justement, les autorités supérieures font des enquêtes auprès de ceux qui partent et leur posent la question, qu'est-ce qui vous motive à partir? Le premier point, c'est le salaire, donc la solde. Le deuxième point, c'est-à-dire l'équilibre aujourd'hui. Vous parlez d'individualisme et vous avez raison. L'équilibre vie pro et vie perso.
qui aujourd'hui sont pris en compte dans l'équation, dans la longue équation de la réussite d'un emploi. Je parle aussi bien pour le milieu militaire, mais aussi dans le secteur des entreprises privées ou même des entreprises du fonctionnariat en France en tout cas. Manuel Pouchelet, est-ce que, selon vous, la mondialisation n'a pas aussi contaminé, entre guillemets, l'armée? Parce qu'à l'époque, on aurait posé la question à des jeunes, sans doute en 1920, 30, 40, même en Algérie dans les années 50, on aurait dit que le premier but ou le premier objectif, c'était de défendre soit la révolution, en tout cas, ou la patrie, c'est-à-dire défendre des principes supérieurs. Aujourd'hui, vous parlez d'une armée qui a des horaires de bureau, une individualisation à tout craint. C'est peut-être ça aussi le problème, c'est la mondialisation aussi qui n'a pas épargné l'armée. Non, détrompez-vous. Je pense que je vais vous dire oui et non. Honnêtement, quand j'observe le comportement de ces jeunes, oui, vous avez raison de dire qu'il y a un effet mondialisation. Mais moi, je vais peut-être vous dire plutôt un effet d'occidentalisme quelque part, où les valeurs de la défense de la patrie, elles ne fonctionnent que lorsque la patrie est menacée. D'ailleurs, en ce qui concerne l'armée française, en 2015, suite aux attentats de Paris, il y a une forte vague d'engagement. Maintenant, je n'ai pas les derniers chiffres en tête suite aux dernières déclarations du président de la République, M. Macron, pour savoir s'il va réussir, à mobiliser autant, puisqu'il a décidé de désigner, on va dire, la Russie comme étant un ennemi potentiel. Alors, Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde médiatique. Il y a aussi une guerre de l'information qui est là un petit peu pour inquiéter, pour tenter de ressaisir cette jeunesse. Mais croyez-moi qu'elle est plus ou moins imperméable à ce discours et que la mobiliser s'avère aujourd'hui un enjeu difficile et délicat. Maintenant, vous avez sur ce dernier point, et pour apporter une précision importante à la question que vous me posez, vous avez aussi maintenant des cadres qui sont en fin de carrière et qui ont subi tout ce qui a été mon cas moi en 2008, des restrictions budgétaires particulièrement importantes où finalement ils se sont retrouvés privés de pouvoir honorer les missions dans de bonnes conditions. Et à mon avis, ça a créé de telles frustrations qu'aujourd'hui cette génération de personnel qui était en poste à l'époque est aujourd'hui retraitée et les nouvelles personnes, si vous voulez, qui sont en poste aujourd'hui, luttent malheureusement des fois avec un peu l'énergie du désespoir face à ce manque de matériel qui aujourd'hui est nécessaire pour s'entraîner. Mais vous savez, c'est un budget et le budget, malheureusement, n'est pas extensible. c'est vrai que l'Occident, enfin, il y a quelques années, quand on était président ou dirigeant suprême, la condition sine qua non, c'était d'avoir fait l'armée. Aux États-Unis, ça existait encore déjà. On se rappelle des Eisenhower, on se rappelle aussi de certains présidents américains qui avaient servi sous les ordres. On se rappelle de George Herbert Bush père, qui avait été un pilote d'avion. Poutine aussi a quand même traversé une myriade de services de renseignement russes. En Chine, alors j'en parle même pas. En France et en Occident, ça commence peut-être à se tarir, cette culture, cette formation de base ou fondamentale qui est celle d'être militaire avant d'incarner la nation. Vous avez raison, vous venez d'évoquer de sérieux exemples, mais en attendant, je rappelle que le chef de l'État, pour la partie française, est le chef des armées. Donc il a forcément dans son premier cercle d'habiles conseillers qui vont lui rappeler certaines conditions, certains budgets qui sont incompressibles. Mais en même temps, la chance de la France, c'est aussi d'avoir Monsieur Lecornu, qui est réserviste de gendarmerie, qui est très expert des questions militaires et qui lui aussi a su s'entourer. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Sur ce plan, je rappelle que le politique dirige le militaire et que le militaire est aux ordres. D'ailleurs, vous en avez eu l'habile démonstration lors d'un défilé du 14 juillet où la présence a été très très froide entre le chef d'état-major des armées et le président de la République, qui était déjà M. Emmanuel Macron, avec son premier conseiller, et qui aujourd'hui d'ailleurs s'inquiète et s'interroge, et nous nous apercevons qu'en 2025, cette personne avait quand même dit certaines choses qui aujourd'hui peuvent paraître tout à fait normales. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les chefs d'État sont obligés de décider dans l'incertitude. Et figurez-vous que dans l'armée, nous sommes formés à décider dans l'incertitude, et transmettre ce savoir-faire nécessite une longue expérience qui, par conséquent, constitue aussi un accroissement d'intelligence.
Alors, dernière question, Manuel Pouchelet, on aurait pu parler d'autres problématiques touchant à ces armées occidentales, mais n'est-ce pas curieux que le chef de ces armées, en l'occurrence les présidents de la République, dans certains cas, ou les chanceliers, oui, les dirigeants suprêmes, qui apportent quand même un soutien sans sourcil à l'Ukraine, alors qu'en analysant la composante humaine de ces armées, celles-ci sont en train de peu à peu se dégarnir. Lucidement, cela devrait les inciter à modérer leur ardeur ou leur déclaration belliqueuse à l'endroit de la Russie, dont une armée qui comporte 2 millions de membres avec 1,32 million de soldats, ou encore avec la Chine, qui est l'armée la plus importante en termes de ressources humaines, avec 2 millions de soldats. Comment vous expliquez quand même que les Occidentaux continuent à défier ces pays qui ont gardé quand même une culture militaire assez forte? Oui, je vous le confirme, il y a une culture militaire assez forte dans ces pays qui sont, on va dire, leurs contradicteurs tenaces. Maintenant, moi, je pense que l'erreur est justement d'avoir un discours un peu va-t-en-guerre, puisque la France, depuis la fin de ses opérations au Mali, se cherche un petit peu. Elle était engagée Merci. dans le cadre des opérations intérieures sur le territoire guyanais, dans les territoires et départements d'outre-mer. Maintenant, on voit aujourd'hui, et vous l'avez Merci. mentionné, un retour de la guerre en Europe avec la situation en Ukraine. Merci. Maintenant, je pense qu'il faut, de manière très humble, il faut respecter la Russie et ses engagements. Merci Manuel Pouchelet. Maintenant, il faut se méfier d'une chose. Cela me fait penser, vous savez, à la Première Guerre et Rapidement. Deuxième Guerre en Irak, où on annonçait que l'armée irakienne était la 6e puissance du monde et qui, en 15 jours, s'est Merci Manuel retrouvée Pouchelet. défaite. Donc attention, les armées occidentales que vous évoquez sont très bien Merci équipées, Manuel sont Pouchelet. très bien formées. Donc il faut rester très Manuel prudent Pouchelet. sur ce genre de déclaration. Mais le côté belliqueux inquiète même la population à tel Manuel point Pouchelet, malheureusement, je qu'aujourd'hui, suis les obligé de vous journalistes font des couper. sondages réguliers pour savoir s'il y aurait une adhésion en cas de conflit. En tout Merci cas. Manuel Pouchelet, je rappelle expert en relations internationales, merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à bientôt, l'échiquier international arrive à sa fin, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même heure et même chaîne, d'ici là, portez-vous bien.